Bonjour YouTube, ici Sébastien le Sierra de Ban. Cette première vidéo va être la première des previews NBA de la saison. Il y en aura 6 au total, une par division. Donc on va commencer avec la conférence Est et les 3 divisions de la conférence Est. Et puis ensuite on fera la conférence Ouest et leurs 3 divisions. Le format de vidéo, ça sera plutôt long je pense. À peu près 10 minutes par équipe, à peu près. Donc c'est pareil, c'est comme le podcast général, je vous conseille d'écouter ça en jouant ou en faisant des devoirs ou ce que vous voulez. Pour ceux qui ne connaissent pas tout à fait le NBA, je vais essayer de vous expliquer au mieux. Il y aura les images des joueurs auxquels je parle plus en détail. Il y aura les stats, les effectifs et la transition entre les joueurs et les contrats également que vous pourrez voir. Je mettrai tout ça dans la vidéo. On va commencer, une fois n'est pas coutume, par la conférence Est et la division Atlantique. Et puis par le bonnet d'âne de la NBA, la dernière équipe l'année dernière. C'était les 76ers. On va voir le classement de la division. Pardon. Donc on voit que Philadelphie, ils ont fini avec 19 victoires et 63 défaites. C'est pas glorieux. Hein. Ils ont eu le record, triste record, égalé, il me semble, de 27 matchs avec des défaites d'affilée. Quand tu vois ça, c'est pas très motivé. Hein. Je vois pas comment les joueurs ils ont fait pour continuer la saison. Du coup, ils finissent dernier de toute la NBA. Super pour eux. Cette saison, je ne vois pas bien mieux, hein. Je vois presque pire que la saison dernière, donc ça fait peur un peu quand on voit ça. On va voir leurs stats. Donc le point positif clairement de la saison dernière, c'était Michael Carter Williams, le rookie meneur, un meneur de grande taille, donc ça c'est toujours agréable d'avoir un meneur de grande taille, ça permet d'avoir des avantages sur les petits meneurs. Et ses stats sont plutôt pas mal, hein. 16,7 points en moyenne. Il était à 6 passes décisives et 6 rebonds, c'est quand même très complet. Et presque 2 interceptions par match. Ça, c'est pas, à ne pas négliger non plus. Donc, il a fini quand même la saison pas mal et ça lui a permis d'être rookie de l'année. Encore une fois, rookie de l'année dans une cuvée de rookie qui n'était pas incroyable. Hein. Le draft de 2013 n'était pas forcément incroyable. Il y avait à peu près 3 joueurs qui sont sortis de l'eau. Il y avait lui qui était rookie de l'année, Oladipo qui aurait pu être rookie de l'année de Magic, et Antetokounmpo des Bucks qui était assez surprenant aussi, le grec. Ensuite, dans la même équipe, Thaddeus Young, leur poste 4, 17 points par match. Là c'est pareil, c'est un poste 4, il est très sous-coté ce joueur, hein. C'est un poste 4 qui est très mobile, hein. Il sait dribbler, il sait shooter à 3 points, il est meilleur pour son shoot. Son jeu intérieur, il n'est pas assez très très costaud, donc il préfère se placer sur l'extérieur. Donc ça fait généralement s'il il est défendu par les grands et les forts, il a l'avantage. En défense par contre c'est pas ça. Ensuite le troisième meilleur marqueur c'était Tony Wharton qui était voilà, c'est surprenant aussi. Et James Anderson avec 10 points. Tony Wharton en a eu 13. Sinon, le reste, c'est encore en dessous de 10 points. C'est pas fameux. Hein. Ils n'ont pas été derniers pour rien, on peut voir. On va voir ce qui s'est passé entre la pré-saison. Donc, ils ont ajouté, à l'aide de ce draft qui était par rapport au 13, une très belle draft. Hein. Là, on parle d'une des meilleures drafts depuis le draft de LeBron et Jordan, par exemple. Je vous dirai tout ça. Ils ont pris au troisième tour de draft Joel Embiid, un grand Camerounais qui est vraiment potentiellement très fort. À 20 ans, on le comparait à l'époque où il était à l'université à Kansas, on le comparait à Hakeem Olajuwon, un des meilleurs pivots de l'histoire de la NBA, par le fait qu'il est très mobile. Il a fait lui-même du volley et puis même du foot avant euh, de grandir énormément et du coup avoir le taille pour jouer pivot et du basket. Donc ça fait qu'il est très mobile pour son poste et ça peut vraiment faire mal à d'autres pivots qui sont plus à l'intérieur du poste. Et pourtant les moves au poste il les a aussi. Hein. Il sait jouer au poste, il sait shooter un tout petit peu à mi-terrain. C'est un prospect très intrigant et hâte de voir ça. Mais bon, vous allez voir, on va pas le voir cette saison malheureusement. Ensuite, ils ont pris Grant et McDaniels,
C'est les joueurs qui seront là pour l'effectif après quelques années. Et ils ont également les droits de Vasilije Micic et de Dario Saric. Micic, un meneur à l'européenne, c'est toujours une bonne expérience, mais il est jeune malheureusement. Et Dario Saric, un poste 3 qui peut jouer 4 aussi s'il veut, très complet lui par contre, hein. Il a un peu de tout, les passes, les shoots. Ils ont pris également Jason Richardson sans contrat, c'est pas mal. Un peu vieux, mais bon, ça sera là pour ça serait le joueur vétéran de l'équipe parce que bon, ça manque. Puis il y a eu ce gros trade avec Minnesota et Cleveland que je vous dirai après. Ils ont perdu Thaddeus Young dans ce trade, donc ça c'est pas une bonne nouvelle pour eux, il était quand même le meilleur marqueur. Et James Anderson qu'ils ont licencié, je sais pas pourquoi, parce que c'était quand même le quatrième meilleur marqueur avec 10 points. C'était pas très judicieux de leur part, mais bon, je pense que je vais vous dire ce qu'ils vont faire à la fin de saison, vous allez comprendre. On va en profiter pour passer à leur effectif. Donc le 5 de départ, Michael Carter-Williams, le rookie de l'année dernière. Est-ce qu'il va pouvoir rester dans sa bonne forme ou est-ce que il va dégraisser un petit peu? Ce sera intéressant de voir ça d'un côté. Hollis Thompson, honnêtement, il est pas très connu, on ne sait pas grand chose sur Hollis Thompson. Le, je pense qu'ils vont faire jouer déjà le rookie KJ McDaniels. En poste 4, il va y avoir un Nerlens Noel qui va revenir. Ça, c'est une bonne nouvelle par contre pour eux, hein. Ils avaient pris Nerlens Noel avec leur premier choix de 2013. Il n'a pas pu jouer comme Embiid cette année parce qu'il était blessé toute la saison, problème au dos. Donc là, il revient. On l'a vu déjà à la pré-saison en Summer League et tout ça, qui était plutôt pas mal, hein. Il a bossé sur son attaque. C'est un joueur à l'origine en université, c'était un bon contreur, un très très bon contreur. Il était à 5-6 contres par match à Kentucky. Donc il va apporter, lui, par contre, quelque chose de pas trop mal à cette équipe, mais bon, ce sera pas suffisant. Ce serait clairement pas suffisant. Il n'y a pas assez de talent autour de Carter Williams et Noel, donc ça manque. Henry Sims, il est là parce qu'il est grand, honnêtement. À part ça, il n'y a pas grand chose à dire sur lui. Tony Broughton qui sera le sixième homme. Sixième homme, c'est le poste très intéressant au NBA. C'est censé être le joueur qui rentre, qui va être le leader de tout le banc quand l'équipe va être changée en cours de match. Et c'est souvent un joueur qui est là pour scorer et je pense que ça peut apporter un plus le fait de le faire jouer il devrait le faire jouer en tout cas en sixième homme, je trouve, parce qu'il a quand même quelques qualités. Le reste du banc, c'est moyen, hein, c'est plutôt moyen. Il n'y a pas vraiment de joueur qui sort du lot. On voit également, comme je l'ai dit, Joel Embiid qui sera blessé malheureusement toute la saison et ça c'est pas une bonne nouvelle pour eux. C'est un joueur très talentueux. Par contre, on verra l'année prochaine et dans les années à venir, le duel Noël et Embiid ça peut faire très mal, hein. Là, ça peut faire des cauchemars aux autres joueurs parce qu'ils sont très grands, ils savent contrer. Ça va être marrant de voir ça, mais on le verra malheureusement, c'est pas cette saison. Saric, il viendra pas avant 2016 par rapport à son contrat en Espagne. Mitic, pareil, en 2015, il sera éligible, donc il pourrait l'avoir en 2015. Au niveau de la moyenne d'âge, c'est très jeune, hein, c'est très très jeune, donc vous allez voir ce qu'ils vont faire cette saison. C'est ce qu'on appelle du tanking. Je ne montre pas leur contrat parce que bon, c'est quasiment que des rookies, il n'y a pas vraiment d'intérêt à avoir les contrats. Le tanking, qu'est-ce que c'est le tanking? Le fait de tanker, c'est le fait de perdre exprès une saison, c'est d'avoir des mauvais stats exprès pour avoir plus de chance d'avoir un bon choix au draft. Le draft, il marche de cette manière que, par exemple, c'était San Antonio qui a gagné la saison dernière, donc eux, ils auront le dernier choix du premier tour et du deuxième tour, parce qu'il y a deux tours de choix. Du coup, on fait de ça jusqu'au 14e, donc San Antonio jusqu'au 14e meilleur, et ensuite les 14 pires équipes, il y a une loterie qui se fait, avec par exemple, si l'équipe était la pire, donc 76ers c'était les pires l'année dernière, ils ont plus de chances de passer premier au draft, de choisir en premier au draft, que de choisir en dixième par exemple. Ce draft c'est spécial par rapport au sport français par exemple ou européen, c'est que c'est tous les jeunes de la NBA qui peuvent choisir d'aller au draft. Ils ont par exemple un club NBA n'a pas le droit de prendre un jeune joueur de moins de 19 ans avant que par le système du draft. Il peut pas le prendre comme en foot, on peut prendre un joueur de 16 ans à un club, on peut l'acheter. Non, là c'est pas possible. Il faut qu'ils ils sont protégés par la draft. Il faut les prendre par la draft.
Et du coup, ça rend ça intéressant. C'est un système qui est plutôt équitable parce que les pires équipes ont le plus de chances d'avoir le meilleur jeune joueur. Après, est-ce qu'il reste au club? Ça, c'est une autre histoire. Donc, quand une équipe tank, c'est le fait qu'il essaye de perdre en exprès pour avoir plus de chances d'avoir le meilleur jeune joueur de la génération qui va venir. C'est ce qu'ils avaient fait cette saison, Philadelphie, et ils ont eu grâce à ça Joel Embiid. C'est un processus que le commissionnaire Adam Silver veut essayer de changer parce qu'il trouve que c'est pas très bien pour les fans. Le fait que l'équipe veuille perdre en exprès, enfin, ils font semblant de jouer, mais bon, on voit clairement que Philadelphie, cette saison, ils ont fait tout pour pas être fort, hein. Voilà, c'est pour moi cette saison, si vous êtes fan des 76ers, ce qui m'étonnerait, ça va pas être une saison très drôle pour vous. Vous aurez peut-être Noël et Carter Williams à regarder, et si encore ils se blessent pas. Donc, j'ai choisi de mettre des étoiles sur 5 étoiles, leur note que je leur donne par rapport à ce qu'ont fait les dirigeants entre les deux saisons. Donc, vous allez comprendre que je vais être plutôt méchant avec Philadelphie. Je leur ai donné une étoile et demie. C'est pas glorieux, hein. Euh, ils, ils perdent leur meilleur joueur intelligent au niveau des points. Donc déjà là, ils vont perdre plus de points. Ils gardent quand même Carl Williams, mais bon, ça c'est normal, il a un contrat rookie. Euh, Ils ont Noël qui revient de blessure, donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc ça leur permet d'avoir une étoile, on va dire. À part ça, on voit clairement qu'ils sont là pour tanker, hein. Voilà, je pense que c'est. J'ai dit ce qu'il fallait sur cette équipe des 76ers. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire au début, hein. Je m'attarde pas trop sur eux, parce que c'est moins intéressant honnêtement. Du coup, on va essayer de passer au prochain, qui sont les Boston Celtics. Parlons donc de ces Boston Celtics. Une équipe que moi je trouve très intéressante cette saison. Je vais essayer de regarder quelques-uns de leurs matchs. J'ai même décidé de faire une petite partie NBA 2K, le jeu, sur eux. Donc si ça intéresse quelqu'un, ce sera dans une. Je les mettrai en annotation dans les vidéos. Cette équipe de Boston, l'année dernière, a fini quatrième de la division. Malheureusement pour eux, ils ont été orphelins de leur meilleur joueur aussi, s'il faut prendre ça en considération. Rajon Rondo, le meneur, vous verrez qui c'est. Ils ont fait 25 victoires pour 57 défaites. C'est pas non plus glorieux, hein, mais bon, sans le vrai, la star de l'équipe et avec une équipe plus jeune, c'est dur. Ils avaient vu ce trade avec Brooklyn que je vous dirai en détail après. L'effectif de ces Boston Celtics, qu'est-ce qui s'était passé l'année dernière au niveau des stats? On va voir ça. Alors on peut voir que le meilleur marqueur c'était Jeff Green, la poste 3. Le souci avec Jeff Green, c'est un bon joueur, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, il a eu quelques problèmes de cardiaque, donc on avait un peu peur pour lui, mais là il est bien revenu quand même depuis 2 saisons. C'est un joueur qui peut marquer 40 points un match et mettre, je sais pas, 5 points 2 matchs après. Il est vraiment pas régulier et ça c'est dommage pour eux. J'aime beaucoup la poste 2, Avery Bradley, qu'on peut voir là. Un joueur qui met 14 points par match à peu près et qui sait défendre. Il est assez bon en défense et ça manque. Ça, c'est un bon point pour Boston. Là, par-dessus, ils ont des avantages. En plus, il est jeune, donc là, il prend encore plus d'expérience. Jared Solinger, là, poste 5 ou poste 4, ça dépend comment ils veulent le faire jouer. 13 points par match, 8 rebonds, c'est plutôt complet, hein. Lui, j'aime beaucoup. En plus, il a bien bossé cette intersaison. C'est un poste 4 qui est puissant, très puissant, et qui a un shoot mi-terrain quand même pas trop mal. Il essaie de faire son shoot 3 points, mais personnellement, son shoot extérieur 3 points, il faut encore qu'il bosse dessus par rapport à d'autres joueurs qui l'ont. Rajon Rondo, qu'on voit qu'il a joué que 30 matchs, donc ça c'est dur. Lui, par contre, c'est un spécimen, hein. 11 points et 9, presque 10 passes décisives, presque un double-double par match. Double-double, c'est quand on a 10 sur plusieurs stats, par exemple 10 points et 10 passes décisives, ou 10 points et 10 contre, 10 points et 10 rebonds, blabla. Il a joué que 30 matchs, mais il est assez incroyable et c'est un passeur fou. C'est un des meilleurs passeurs de la ligue, si c'est pas le meilleur passeur de la ligue. Il est très très bon aussi pour entrer à l'intérieur et marquer des points en double pas. Il est assez spectaculaire à regarder jouer. C'est vraiment attrayant quand on le voit jouer. Brandon Bass, pardon, poste 5 aussi, 11 points. Je pense que cette saison il jouera moins. Parce
Parce que je pense que le grand Canadien, Kelly Olynyk, vous allez voir, va prendre de plus en plus de temps de jeu. Là, il a eu 20 minutes l'année dernière, le rookie. Je pense qu'il va passer par-dessus bas cette année, je pense. Et ensuite, le reste de l'équipe, c'est des joueurs plutôt. C'est une meilleure banque que Philadelphie, comme vous pouvez voir avant. Qu'est-ce qu'ils ont fait à l'intersaison? Ça va être très intéressant aussi également. Ils ont drafté deux joueurs. Ils ont drafté Marcus Smart, un meneur. Donc là, est-ce qu'il faut comprendre qu'ils veulent trader, c'est-à-dire transférer Rajon Rondo? Personnellement, je pense que oui, parce que il finit son contrat la saison prochaine, on verra ça après. Et ça m'étonnerait qu'il signe. Je sais qu'il le dit par moment qu'il veut rester à Boston, mais bon, je pense que Boston même eux, s'ils ont pris Marcus Smart, qui est un meneur qui a fait 2 ans d'université à Oklahoma State, un meneur plutôt complet, assez bon marqueur, assez costaud, et j'aime beaucoup sa défense. Sa défense est très bonne. Marcus Smart et Avery Bradley en poste 1 et 2, ça peut être très intéressant. Là, Marcus Smart est très bon pour intercepter des balles, il est sur tous les ballons, il essaie de contrer tous vos shoots. Shot. Tous vos shoots, c'est un joueur en défense qui est très sérieux, hein. James Young, c'est un shooter qui est sorti de Kentucky, très jeune, à 19 ans, donc il faut le temps de s'applimenter, de bien quand même, de bien monter petit, mais bon, c'est un prospect pas trop mal. Ils ont pris sans contrat Joel Anthony, donc ça va être un pivot là pour donner des minutes, puisque c'est un peu un vétéran. Ils ont re-signé Bradley, ce qui est une bonne nouvelle. Et ils ont pris Evan Turner, le poste 3, qui peut jouer meneur, c'est un poste très... il est quand même sorti deuxième du draft, il me semble, en 2010, si je me trompe pas. Euh, C'est un prospect très intriguant aussi, hein. Il a beaucoup de talent, mais il n'a pas su le montrer. Et là, il va jouer. Donc, il va être dans la rotation des Boston Celtics. Ça va être très intéressant pour eux. Ils ont tradé pour avoir Marcus Thornton, qui marque beaucoup de points. C'est un pur marqueur, hein. Il est scoreur. Tout ce qu'il veut, c'est scorer. Donc, c'est pas mal quand on l'apporte par le banc. Qu'est-ce qu'ils ont perdu? Jared Bayless, qui est un peu comme Marcus Thornton, donc qui perd pas grand-chose au change. Ils ont perdu Keith Bogan et Humphries, c'est des postes 5, mais bon, ils ont quand même, ils en ont du poste 5, donc il n'y a pas trop de mal. Et puis ils ont licencié quelques jeunes joueurs. L'ensemble, c'est pas bien grave. On va voir leur équipe. Voilà. Pour l'instant, c'était le début de saison, bien sûr, le 5 de départ, Rondo sera là, mais bon, pour combien de temps, c'est ça la question. Bradley, poste 2, Jeff Green, donc ça c'est du classique chez les Boston Celtics, ils vont être à eux deux peut-être autour de 20 points à peu près par match. Brandon Bass, je ne sais pas si Olynyk va passer devant Brandon Bass, on verra bien. Et Jared Solinger, peut-être qu'ils vont faire passer Solinger en poste 5, poste 4 et faire passer Olynyk en centre. Le sixième sera sûrement Marcus Smart, à moins que Rajon Rondo soit tradé et là il jouera titulaire. Evan Turner en rentrée de banc avec Marcus Thornton, c'est des points, on apporte beaucoup de points. Gerard Wallace qui a un gros contrat, donc je pense qu'il pourrait peut-être faire partie du trade de Grando, on verra après au niveau des contrats. Kelly Olynyk, je vous en ai parlé, le Canadien, un profil intéressant aussi. Moi je l'appelle le mini Nowitzki, mais bon, c'est à pas prendre en considération, hein. Il n'est pas aussi bon que Nowitzki, bien sûr, mais c'est quand même un grand pivot qui est capable de shoot quand même externe et qui a quelques moves à l'intérieur. Il n'est pas très bon en défense par contre, mais bon, ça vient de réglage. Tyler Zeller, par contre, c'est un pivot plutôt défensif, donc là, ils ont pas mal. Ils n'ont pas vraiment de blessés à déplorer pour l'instant, et ils n'ont pas de choix de draft des jeunes européens ou quoi. Ils ont un club à 25 ans, presque à la maturité, donc là, il y a de quoi faire. On va voir pour leur contrat. Au niveau des contrats, on voit que Rajon Rondo, bien sûr, a le plus gros contrat, ça c'est normal, sauf qu'on voit qu'il est fini en 2015. Que Gerard Wallace a quand même un contrat de 2 ans et 20 millions, donc ça prend beaucoup de masse salariale. On voit que la masse salariale est quand même plutôt grande, hein, ils sont par-dessus de la masse, il me semble. Jeff Green qui a un contrat en 2 ans avec une option de joueur, donc il peut choisir lui-même s'il veut re-signer en 2015 ou pas. On verra s'il le fait. Je pense que oui, parce que je pense qu'il s'y plaît quand même. Fortune qui a un gros contrat, mais bon, il sera pas là la saison prochaine, à moins qu'il le re-signe. Bradley qui a un contrat respectable, mais bon, il est très important. Mark Smart, contrat rookie.
Puis ensuite, le reste, c'est des petits contrats. Donc, Jordan Sullinger, pour ce qu'il apporte, c'est un contrat très intéressant. Je pense qu'ils vont devoir le re-signer bientôt. On va dire qu'il y a beaucoup de points positifs dans cette équipe des Celtics. Moi, personnellement, je vais les regarder cette saison parce que je trouve que la plupart des joueurs sont intéressants. J'aime beaucoup leurs joueurs. Rajon Rondo est toujours agréable à voir. Sullinger, j'ai envie de voir si son shoot extérieur est encore mieux qu'avant. Moi, je les aime beaucoup. J'ai choisi de les mettre en 26e position par rapport à la NBA en total. Donc, c'est pas la pire équipe, hein. C'est la 27e équipe. 26e, pardon, comme je vous ai montré au début. Euh, Marcus Smart aussi, le rookie, très intéressant. S'ils trade Rondo, que je pense qu'ils feront, ils vont sûrement faire un trade de Rondo avec Gerard Wallace pour se défaire du contrat de Wallace. Et puis, on verra qui c'est qui sera assez intéressé pour sauter sous l'occasion. Je pense que New York pourrait être intéressé, par exemple. On verra bien ce qui se passe tout au long de la saison. Ce serait intéressant, de toute façon. Du coup, cette saison sera une saison encore, comme d'habitude, de transition. On a beaucoup de tours de draft. Ils ont beaucoup de tours de draft. Ils ont les tours de draft de Boston, parce qu'ils avaient eu le trade avec où ils ont perdu Kevin Garnett, Paul Pierce. C'était deux joueurs majeurs dans l'équipe qui ont permis d'avoir le titre en 2000, je pense que c'est 2009. Donc, ils ont les tours de draft d'eux-mêmes. Donc, ça veut dire qu'ils ont leur propre tour, plus les tours de draft de des Brooklyn jusqu'en 2017. Donc, ça leur fait quand même pas mal de possibilités au niveau des sélections des jeunes joueurs et tout ça. Donc, je pense qu'ils vont pas forcément tanker cette saison. Je pense qu'ils vont faire comme d'habitude. Ils vont jouer au mieux pendant 4-5 mois. Et puis, vu qu'ils verront que ça, les résultats suivront malheureusement pas vraiment, ils vont à la fin faire une sorte de semi-tanking, comme on peut dire. On va voir pour terminer les étoiles que j'aurais donné pour l'entre-saison. Je leur ai donné 2,5 parce que j'ai beaucoup aimé le fait qu'ils ont pris Smart. Ça prouve que ils sont d'accord pour passer outre la période Rondo. Smart pour moi et c'était le meilleur meneur à prendre dans ce draft là 2014. Je vous mettrai le lien du draft si vous voulez. Sinon vous pouvez le trouver sur Wikipédia, hein. Je vous le mettrai dans la description si vous voulez. C'est un des meilleurs drafts, vous verrez, il y a pas mal de joueurs intéressants à voir. Vous les énumérera tout au long de ces previews. Ils ont les joueurs qui sont déjà formés. Ils ont re-signé Bradley pour moi et c'est une bonne nouvelle. Bradley, poste 2, il apporte pas forcément énormément en attaque, mais en défense il est là. Il peut faire très mal. Il est bon pour défendre des joueurs plutôt plus grands que lui même, donc ça c'est très bon. Il s'avère que Kelly Olynyk n'est pas trop mal, le draft qu'ils avaient pris en 2013. Donc ça vaut leurs 2 étoiles et demi. Moi personnellement j'aime bien cette équipe et je vous rappelle que je ferai seulement des vidéos sur le jeu NBA 2K là-dessus, ma carrière avec eux. Je vous expliquerai tout au long des matchs, des tactiques en particulier. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser également. N'hésitez pas. On va passer au troisième club, d'à mon avis, qui sera Brooklyn cette année. Surprise un petit peu. Brooklyn seront le troisième pour moi dans cette division, vous verrez bien. Brooklyn, comme vous pouvez voir, j'ai choisi de les mettre 20e sur 30. Ils feront donc pas partie des playoffs comme ils avaient fait l'année dernière. Pour moi, ce ne sera pas le cas. Je sais que je suis un peu méchant et là-dessus, c'est mon risque. J'ai pris mon risque un peu là-dessus. J'ai envie de dire que les fans de NBA comprendront que New York sera là qui va suivre dans la région de New York. On va voir que niveau des stats, au niveau du classement, pardon, déjà pour commencer, ils ont été deuxième avec une équipe plutôt pas mal, hein, 44 et 38. C'est au-dessus des 50 points pour. En même temps, c'est suffisant pour aller aux playoffs, donc c'était pas mal. Ils avaient eu le 6ème sur 8, ils étaient 6ème sur 8 pour les playoffs. Ils ont eu un petit run de playoffs qui s'était stoppé. La saison était pas mal, hein. Ils avaient mal commencé leur saison, puis ils ont à la fin su monter un petit peu en régime grâce à Livingston un petit peu qui était là et qui avait fait un bon match, des bons matchs. New York également à leur côté avait un peu raté leur fin de saison, donc ça les avait aidés aussi. Donc cette saison, je les vois plutôt troisième. Je les verrais bien faire un peu comme New York cette année, hein, du 37-45, du 40 et quelques. Je pense que l'équipe est vieillissante. Personnellement, je suis pas hyper fan de cette équipe, si vous pouvez comprendre, malheureusement. On va voir leurs stats. Brook Lopez, qui n'avait pas joué longtemps, donc ça, c'était quand même à l'avantage. Le fait d'être qualifié sans Brook Lopez, c'était pas mal, hein. 20 points, ça c'est un
un pivot de très grande qualité. 20 points malheureusement, que 6 rebonds, c'est pas beaucoup pour un pivot quand même. Mais bon, c'est un pivot scoreur de toute façon, hein, Brook Lopez. Très grand, il a des très bons moves au poste, très intéressant à voir si vous êtes fan des pivots au niveau du scoring. Ensuite, Joe Johnson, voilà, ça c'est le Big Joe, on veut dire, 15 points, c'est un peu, il est un peu vieillissant aussi quand même, mais Joe Johnson, par contre, la qualité qu'il a, c'est que c'est le meilleur joueur en fin de match. Parce que le clutch, comme appellent les Américains, le fait d'être bon en fin de match, c'est un des meilleurs, hein. S'il faut mettre un shoot à quelques secondes à la fin, il est toujours là pour le faire. Ça, c'est un avantage qu'ils ont par contre. Deron Williams, la star de l'équipe d'après le contrat, hein, mais personnellement, je suis pas fan, hein, de Deron Williams. Il n'a pas montré grand chose depuis quelques années. 14 points, 6 passes décisives, c'est pas beaucoup pour un pivot, pour un meneur, pardon. Un pivot, qu'est-ce que je raconte? Pour un meneur. Derrière lui, ils ont Paul Pierce. Ils ont perdu Paul Pierce cette saison d'ailleurs, donc vous verrez à travers un trade. Ensuite, Blatch, qui était meilleur marqueur. C'est un poste 5 qui n'est pas là non plus. Marcus Thornton, qui est un scoreur, vous voulez voir, qui est passé à Boston, les rivaux en plus. Et la surprise, bonne surprise, c'était Mirza Teletovic, poste 4, poste 3, poste 4 plutôt, mais qui s'est shooté à 3 points, un Européen. Ça, c'était une bonne nouvelle. Sean Livingston, que je trouvais avait fait une belle saison l'année dernière, n'est plus là non plus. Il y a encore Kevin Garnett, le très vieillissant Kevin Garnett. Ça a beau être la star de Minnesota pendant quelques années, moi personnellement je suis pas hyper fan. C'est sûr qu'au niveau de l'activité et tout ça, il apporte beaucoup, mais donc ils perdent quand même quelques pièces importantes de leur jeu. Ils récupèrent Brook Lopez qui contre un petit peu ça, mais pour moi ça sera pas suffisant non plus pour les playoffs, à mon avis. Au niveau de la transition, ils ont drafté Bojan Bogdanovic, mais bon, je sais pas s'il jouera cette saison, c'est possible. Enfin, ils l'ont en 2003. Ah si, ouais, il me semble qu'il joue cette saison. Après, les autres joueurs, c'était le deuxième tour, donc c'était moins important. C'est les joueurs qui généralement apportent moins en deuxième tour. C'est rare qu'un joueur de deuxième tour apporte beaucoup. Ils ont pris un sans contrat Allen Anderson, enfin qu'ils ont re-signé. Puis pareil pour Kirilenko, le russe, qui a re-signé. Pour le plus grand plaisir de leur propriétaire russe. Et ils ont tradé pour avoir Jared Jack et Karasev en échange de Livingston au Golden State. Jared Jack, c'est un. Enfin, Jared Jack qui vient. Non, c'est Cleveland, pardon, je vous raconte des bêtises. Jared Jack, c'est un shooter. Il peut jouer 6ème homme s'il veut. Je sais pas s'ils l'ont mis 6ème homme cette saison, mais il peut jouer 6ème homme. Sauf que la saison où il était à Golden State, il était très bon. Après à Cleveland, il n'a pas été terrible. Et là, je sais pas ce qu'il fera, on verra bien. Peut-être qu'il va se réveiller un petit peu. Karasev, c'est un russe, un rookie russe. On n'a pas vu grand chose pour l'instant de lui. Ils perdent Livingston et Paul Pierce. Paul Pierce, c'est peut-être un des joueurs sous-cotés au niveau de son âge. Il a quand même 37 ans, il me semble, et il est quand même toujours très bon. Il est parti à Washington. Vous verrez qu'il ferait les beaux jours de Washington. Et ils ont perdu quelques joueurs européens, Marcus Stig, un meneur, Forton, qu'ils ont laissé partir. Ensuite, on va voir du coup l'effectif de cette année-là, qu'ils auront le 5 de départ, Deron Williams, son meneur, Joe Johnson, c'est le classique, Kirilenko, poste 3, Kevin Garnett, vieillissant, je pense qu'il jouera pas énormément de musique, énormément de minutes. Mason Plumlee, un poste qu'on voit comme 6ème homme, je pense qu'il fera plus de minutes que Garnett, même s'il aura quand même la position de titulaire. Et Brook Lopez pour leur plus grand plaisir qui revient, ça va être le point fort. Le banc, bah, c'est plutôt scoreur, hein. La défense par contre n'est pas vraiment présente et ça, c'est un grand problème pour les Brooklyn, c'est leur défense. À part Garnett et Kirilenko, il n'y a pas grand monde pour défendre. Plumlee, ça va encore. Mason Plumlee, qui était très bon, Plumlee, pendant la Coupe du Monde qui a eu lieu en Espagne. Donc, il sera intéressant cette année. C'est deuxième année. Il était rookie l'année dernière, deuxième année. Une bonne pioche de cette année de rookie pas terrible, comme je vous avais dit. Il avait fait un bon Coupe du Monde. Je pense que cette année, il peut monter de plus en plus et peut-être être dans la course pour le joueur qui a fait le plus de progrès parce qu'il y a la coupe, le Most Improved Player. C'est le joueur qui a fait le plus de progrès sur une saison. À part ça, le banc n'est pas forcément fameux. Enfin, voilà, c'est du scoring mais pas de défense, comme je vous ai dit. L'équipe est un poil vieillissante quand même, 28,2 ans de âge moyen.
Je pense que sur la longueur, ils vont avoir du mal, hein, les back-to-back, c'est plusieurs matchs d'affilée, comme ça s'appelle. Ça risque d'être très dur pour eux et je pense qu'ils vont perdre des points, surtout qu'ils ont de la chance d'être dans la conférence Est, qui est la moins forte par rapport à la Ouest, de sûr. Mais je les vois quand même pas se qualifier personnellement. On va passer à leur contrat. Là, heureusement que leur dirigeant est d'accord pour payer les taxes, parce que là, 91 000, enfin 91 millions, il va les payer les taxes, hein. Joe Johnson, deux contrats à 23 millions, c'est un contrat plutôt très grand, un des plus gros contrats de l'NBA. Deron Williams, c'est pareil, c'est du très gros contrat. Brook Lopez qui a un contrat de choix d'un joueur. Je ne sais pas s'il va le prendre, hein, s'il va choisir la saison prochaine de rester à Brooklyn. Je ne sais pas du tout. Kevin Garnett qui va sûrement prendre sa retraite à la fin de cette saison, je pense. Encore un gros contrat. Et ensuite, les autres contrats, ça va, c'est raisonnable. Mais bon, des gros contrats. Après, il n'y a pas de souci pour les. Ils ont amnistié Travis O'Louvre, j'avais oublié de le dire. C'est-à-dire qu'il est plus dans le club, mais ils doivent quand même encore payer le contrat de 4 millions. Mais bon, c'est pas de souci pour le géant russe. Il n'a pas de souci pour payer, je pense. Il a quand même pas mal d'argent. Donc sur cette saison, pour moi, Brooklyn, ils vont avoir du mal, hein. Comme je l'ai dit, les matchs où il y a plusieurs matchs d'affilée, ça sera un peu dur pour eux. Tous les matchs contre l'Ouest, je pense pas qu'ils vont gagner. Même les matchs contre les jeunes équipes de l'Est, ils auront du mal. À cause de tout ça, je les verrai pas passer. Moi, je suis pas encore décidé sur Deron Williams. Personnellement, j'y crois plus trop. Du coup, on va passer aux étoiles. J'aurais choisi de le mettre 2 étoiles. C'est presque gentil de ma part. Je sais que je suis un peu méchant avec eux, mais 2 étoiles par le fait aussi qu'ils ont pris un bon coach. Par contre, ça j'aime bien. Lionel Hollins, l'ancien coach de Memphis, qui avait fait du bon boulot. Sauf que c'est un coach défensif, mais bon, à Brooklyn, il n'y aura pas beaucoup de défense cette saison, hein. Si vous voulez voir les matchs de Brooklyn, c'est pas pour la défense, hein, si vous êtes fan de Brooklyn. Donc voilà, c'était les trois équipes qui se qualifieront pas pour les playoffs dans cette division. Philadelphie, Boston et Brooklyn. Donc, vous l'avez entendu par ma voix, New York, pour moi, seront qualifiés. Ah, ces fameuses Knicks de New York. Pour moi, ça sera la moins bonne équipe à se qualifier pour les playoffs. Je les ai mis 16e et donc qui vont se qualifier pour les playoffs grâce au fait qu'ils sont dans la conférence Est, parce que s'ils seront à l'Ouest, ils ne se qualifieront pas pour moi. C'est une équipe très surprenante, on sait jamais avec quoi s'attendre des Knicks. Au moins ils sont intéressants à voir, ça y a pas de souci là-dessus. On peut voir début de saison qu'ils sont capables de se faire exploser contre Chicago et aller gagner les Cleveland derrière. Ils sont très intéressants ces Knicks. On va voir leur stade de l'année dernière. La star Carmelo Anthony, il sera dans la course pour le MVP pour moi encore cette année. 27 points, 8 rebonds, enfin c'est incroyable, hein. C'est 45 au shoot, pourcentage de shoot, c'est assez incroyable, hein. C'est un des meilleurs joueurs scoreurs, peut-être le meilleur scoreur de la ligue avec Durant, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, le deuxième meilleur scoreur c'était J.R. Smith qui était là pendant que Anthony se blesse, si ne jouait pas, il y avait lui qui était là pour marquer les points. Le souci avec Smith, c'est qu'il n'est pas discipliné, hein. Il s'énerve vite, il fait pas mal de bêtises. 14 points, c'est quand même pas mal. Cette année, je pense pas qu'il jouera titulaire, je pense qu'il sera sur le banc. Enfin, je sais pas trop, on verra bien. C'est un défi encore au poste 2. Bargnani, qui cette année ne jouera pas beaucoup. Et Stoudemire prendra sa place, je pense. Stoudemire qui a un énorme contrat, c'est un des joueurs qui a le plus gros contrat de la NBA. Quand il était en forme, il y méritait son contrat, il n'y a pas de souci. Mais là, avec les blessures et tout ça, il est plus du mal. Moi, personnellement, je l'aime beaucoup. J'espère qu'il va revenir, mais ça va pas être facile pour lui, hein. Ensuite, il y a une bonne surprise avec Tim Hardaway Jr., le fils il me semble que c'est Penny, hein. Non, c'est peut-être pas Penny. Enfin, c'est non, bah, c'est Tim, je suis bête, moi. Euh, 10 points pour le rookie, c'était pas mal, hein. Il est sorti comme un des très bons rookies de l'année 2013. C'était un joueur fou, un peu comme le reste de l'équipe, hein. Il tente des shoots, il n'a pas peur de tenter. Typique dans l'esprit de New York. Felton qui n'est plus là, un meneur normal, hein, c'est un meneur qui est des plus simples. Tyson Chandler qui était le seul pivot qui défendait un peu l'équipe, on va dire.
Ayman Champer, le poste 2 que moi j'aime beaucoup, qui lui aussi sait défendre un petit peu quand même, donc ça va être un point fort pour cette saison pour eux, je pense. Il est très important cette saison pour moi. Et le reste de l'équipe, un peu vieillissante et qui sont là pour remplir l'équipe, on va dire. L'année dernière, ils avaient fini, comme on peut le voir, 3e, ils avaient fini, avec 37 victoires et 45 défaites. Pas fameux, mais cette saison, je les vois bien passer 2e. Ils avaient eu du mal cette fin de saison, même si à la fin, ils avaient presque remonté, mais ça n'avait pas suffi. Cette année, je les vois plutôt 2e de la conférence et se qualifier, donc comme je vous ai dit. Au niveau de la transition, ce qu'ils ont fait entre deux saisons, ils ont drafté le frère du très bon Giannis Antetokounmpo, le nom qui est un, enfin s'il faut l'écrire, c'est très très dur à écrire, très long nom. Tanis, je pense pas qu'il Thanasis, pardon, je pense pas qu'il jouera beaucoup, je ne sais même pas s'il sera là, peut-être qu'il va rester en Europe pour se monter un peu. Clean Anthony Early, le rookie qui est intéressant aussi, hein. Poste 3, il sera là pour jouer à la place de Carmelo un peu. Il fera quelques minutes, je pense. Intéressant parce qu'il a été dans l'équipe universitaire de Wichita State. Surprenante équipe qui avait fait une saison quasi parfaite. Il me semble que c'était 28 victoires d'affilée en université. Ils avaient malheureusement perdu il me semble que c'était en quart ou en demi dans le tournoi NCAA. Et il était l'une des meilleurs joueurs de cette équipe, un des meilleurs joueurs de cette équipe, donc il a profité, il a très bien joué. Ils ont re-signé, enfin ils ont pris Louis Labierri, mais bon il jouera pas beaucoup, je pense pas. Ils ont re-signé Aldrich, un grand poste 4, poste 5, donc ça c'est toujours bon. Re-signé Carmelo Anthony, ça c'est une bonne chose pour eux, heureusement, la star de l'équipe qui est re-signé pour un contrat colossal, on verra ça après. Bargnani, malheureusement pour eux, a choisi de rester. Pareil pour Studemeyer, qui est plutôt une assez bonne nouvelle. Et ils ont tradé pour prendre Calderon et D'Alembert en échange de Chandler, comme on peut voir, et Felton. Ils gagnent au poste de meneur, mais ils perdent au poste de pivot. D'Alembert est moins bon que Chandler au poste de pivot, mais il a quand même quelques années, sauf que c'est pas un pivot défensif, quoi. Ça leur manque clairement à New York. Ils ont pris également eu Larkin dans le trade, un autre meneur qui est pas trop mal. Ils ont pris Outlaw, le contrat que Brooklyn avait laissé. Et ils ont perdu également Shannon Brown qu'ils ont décidé de licencier, tout comme Lamar Odom qui commence à être assez vieillissant, donc c'était pas plus mal. Du coup, cette année, la poste leur 5 de départ devrait être José Calderon. J'ai mis J.R. Smith, mais je pense que finalement ce sera Shumpert qui sera titulaire par sa défense. Et Smith sera du coup 6ème homme, mais ça par contre pour un 6ème homme, là il est parfait, hein. Il est dans la course du 6ème homme, je crois que je l'ai mis 3ème dans ma course au 6ème homme. C'est exactement ce qu'on veut d'un 6ème homme, c'est-à-dire il va rentrer et relancer le match au niveau du banc. Il va mettre des shoots improbables, un jour il peut mettre 40 shoots improbables et l'autre il peut en rater tous. C'est un joueur pareil assez irrégulier. Carmelo Anthony, il sera dans la course du MVP, je l'ai mis 4ème pour ma course MVP. Il sera toujours présent comme d'habitude, hein. Amaris Stoudemire, qui cette année jouera souvent en poste 5 par rapport à Bargnani la saison dernière. Je pense que s'il fait une belle saison, ça peut être décisif. Et je pense qu'il va le faire du coup. Mais pour moi, New York, je le vois passer grâce à ça. Et Dallenberg, comme on a vu, en centre, c'est un centre pas trop mal en attaque, mais en défense, c'est pas trop ça. Donc malheureusement pour eux. Leur banc, ils ont Hardaway Junior qui va sortir, qui va être un peu comme du Smith. Ça va être marrant de voir leur banc jouer, ça va être un peu le bordel. S'il n'y a pas d'autre mot. Jason Smith qui est un poste 4, poste 5, qui sait shooter à mi-terrain, c'est pas trop mal, j'aime bien personnellement. Et puis après il reste toujours Bargnani, mais je pense pas qu'il jouera beaucoup. Pablo Prigioni qui a 37 ans, deuxième année, il était rookie l'année dernière. Euh, un pivot argentin, il a quelques moves quand même, il est pas trop mal au niveau de l'organisation, donc ça sera une bonne. Il sera pas mal avec Calderon au niveau de l'entente de l'équipe, je pense. Ça les aide un peu. On peut voir que l'équipe est un poil vieillissante quand même, 27 ans,8. Mais bon, ça, à New York, c'est souvent le cas.
Ils ont pas de blessés à déplorer pour l'instant, heureusement pour eux, et ils ont les droits de Tanis Antetokounmpo, comme on a vu, qui sera seulement disponible à partir de 2015, je pense. On va voir leur contrat. Donc, niveau contrat, on voit le contrat colossal de Stoudemire qui finira l'année saison prochaine. Je ne sais pas s'ils le re-signeront, ça personnellement j'y crois pas trop. Bien sûr, le contrat de Carmelo Anthony, 4 ans plus un contrat choix d'un plus un choix pour lui d'une année de plus à 27 millions. Il sera quand même bête de ne pas l'accepter vu son âge. Bargnani qui sautera la saison prochaine, donc ça sera une bonne nouvelle pour eux. On voit que pareil, ils payent la taxe parce ils sont par-dessus la masse salariale. Calderon, 7 millions, c'est un contrat plutôt pas mal parce qu'il est quand même pas mal. Il est bon, c'est un bon joueur. J.R. Smith qui a une saison, puis après il peut choisir s'il veut rester. Et ensuite, le reste des contrats sont plutôt pas mal, sont bien. Shumpert qui a encore un contrat rookie, donc il va falloir le re-signer, je pense qu'ils le feront. C'est un peu le futur de l'équipe. Donc pareil, ils vont payer les taxes, mais je pense que les dirigeants de New York, c'est pas de souci, ils sont habitués à le faire de toute façon. Je les vois surprendre son monde cette année, d'où le fait que j'ai choisi de les mettre en, en playoff. Carmelo, il fera comme d'habitude autour des 26-27 points, donc ça, il n'y a pas de souci. L'important, ce sera la poste 2. Il est très rempli avec des jeunes talents assez intrigants. Shumpert qui sait défendre et qui peut apporter un petit peu. J.R. Smith, le fou, qui va tirer comme un fou, comme d'habitude. Et Hardaway, pareil, est-ce qu'il va être sur la même saison que sa première saison de rookie? Niveau des étoiles, j'aurais choisi de leur donner 2 étoiles et demie. Parce que je trouve que ils ont refait revenir Carmelo, c'était une bonne idée, une bonne nouvelle. Ils ont malheureusement perdu Chandler, donc ça les permet de perdre un peu de points. Ils ont pris Calderon, qui est une bonne chose pour eux. Je pense qu'il va organiser cette équipe petit à petit. Là, malheureusement, au début de saison, il était blessé, mais bon, quand il va revenir, ça va faire beaucoup de bien, je pense. Et le fait de mettre Jumpert dans le 5 de départ, ce qu'ils avaient fait sur les premiers matchs, je trouve ça une bonne nouvelle pour eux. Je pense que c'est pas mal. Ça leur apporte cette défense qu'ils n'ont pas trop, parce que bon, voilà, les Knicks, c'est pas connu pour défendre. C'est Famenix. Donc, si vous avez voulu voir une équipe plutôt intéressante et marrante à voir, les New York Knicks peuvent être marrantes s'ils se font pas exploser à partir de la mi-temps. Voilà. Donc, on va passer au premier de cette division qui sera comme l'année dernière, les Toronto Raptors. Les Raptors de Toronto, l'équipe canadienne, qui n'est pourtant pas composée de vieux dinosaures, comme on peut dire. Cette saison, je les vois dans les playoffs, bien sûr. Ils vont être champions de la division, donc ça sera qualification de playoff direct. Mais je les vois quand même fortes, hein. Je les vois comme 9e sur toute la ligue, sur 30. Pour moi, ils ont gardé la même équipe, la même alchimie. Ça va bien tourner comme d'habitude. Les joueurs qu'ils avaient ont encore une année de formation, donc c'est encore mieux pour eux. On peut voir que l'année dernière, ils avaient fini champion de la division avec 48 victoires et 34 défaites. C'est pas non plus monstrueux, mais bon, vu qu'ils sont dans la conférence Est, c'est suffisant pour passer au niveau des playoffs. Ils avaient fini 3ème quand même, derrière Miami et Indianapolis, donc c'était quand même pas mal. Ils ont cette année, enfin l'année dernière au niveau des stats, ils avaient surpris leur monde. Demar DeRozan qui a fait une saison incroyable, il a vraiment prouvé que c'était une star bientôt, une star à devenir. 22 points. Puis plutôt complet sur le reste des stats, il shoot à 42%, c'est pas mal. Le 30% à 3 points, ça peut s'améliorer un petit peu, mais ça viendra avec le temps. C'est un slasher, donc ça veut dire que c'est un gars qui va essayer de rentrer à l'intérieur pour marquer des dunks, mettre des layups et tout ça. Et puis, au fur et à mesure du match, il va quand même mettre quelque chose d'externe aussi. C'est clairement une star en devenir, hein. Je pense que cette saison, il va pouvoir exploser et devenir très très bon. Je pense qu'il va porter l'équipe comme il l'a fait la saison dernière. Kyle Lowry, pareil, 17 points, 9, presque 18 points, 7 passes décisives, très complet, hein. Ils ont très bien fait de le prendre de Houston il y a quelques années. Ces deux-là, c'est vraiment la base de l'équipe, presque 40 points à eux deux. Enfin,
C'est là-dessus, il n'y a pas de souci. Ils vont encore être mieux qu'avant, c'est deux parce qu'ils sont encore plutôt jeunes. Jonas Valenzuelas, le, Lit- le Lituanien. Oui, voilà, le Lituanien. 11, 11 points, qui va encore être meilleur cette saison. Il a fait une belle Coupe du Monde avec la Lituanie. 8 rebonds, presque 9 rebonds. Donc ça va monter, il va être presque dans les, je pense qu'il sera presque dans les 15 et 10 rebonds, je pense, cette saison. Terrence Ross, le poste 3 que j'adore personnellement. 10 points. Il est à sa troisième année, il me semble, cette année, il me semble. Très 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 puissant et très un slasher complet et qui sait shooter de 3 points. Il est très très intéressant à voir si vous voulez voir quelqu'un. Les dunks qu'il peut faire sont spectaculaires. Il est capable de mettre des 3 points, 3 points d'affilée. Il a quand même fait 51 points la saison dernière, il me semble, dans un des matchs. Il avait complètement explosé. Amir Johnson, 10 points, pareil. C'est un poste 4 plutôt complet. Il sait défendre, il sait marquer quelques points. C'est vraiment, il est dans le profil parfait de l'équipe qu'il faut. Et le banc, Vasquez, un meneur qui est sympa aussi, assez pas mal aussi quand même. Il est là pour remplacer. De toute façon, il y aura moins de temps de jeu avec Lovry qui sera la star, une des stars, mais il sera là pour le remplacer. Patrick Patterson, la poste 5, qui sera sûrement sixième homme cette saison, qui moi j'aime bien aussi, j'aime beaucoup. Dans le même profil qu'un Emer Johnson, hein. Leur équipe est très très complète, hein, personnellement. Ils avaient le français Nando De Colo qui est parti cette année. Ils avaient aussi Steve Novak qui shootait à 3 points, mais bon, il jouait moins en moins. Donc ils avaient surpris leur monde. Je pense que cette saison, ils vont continuer sur cette bonne lancée. On va voir ce qu'ils ont fait entre deux saisons. Ils ont choisi, et là ils ont surpris tout le monde dans une draft qui était très intéressante. Ils ont pris Bruno Cabolco. Je le connaissais pas non plus, personne ne le connaissait. Même les commentateurs, quand ils avaient eu le draft, étaient surpris. Ils disaient qui est cet homme. Et en fait, c'est un jeune Brésilien, 18 ans. Avant, tout le monde, enfin, les gens qui connaissaient le comparaient au Brésilien, le Durant brésilien. Enfin, parce qu'il est plutôt grand, maigre et qu'il sait shooter un petit peu minimum. Ils ont pris la chance, hein. Ils avaient fait pareil avec Valenzuela et ça a marché, hein. Généralement, quand Toronto font quelque chose au niveau du draft, ils font du bon boulot, hein. Donc je pense qu'on le verra dans 15 années à venir. Il est clairement pas prêt cette saison. Je serais même surpris qu'il joue quelques matchs. Apparemment, c'est parti pour, mais bon, ça me surprend. Ils ont par la même fait signer Lucas Nogueira d'Atlanta, il me semble, pour l'accompagner, j'imagine, pour accompagner Cabolco, Boclo, ou là pas facile à dire. Et puis DeAndre Daniel, c'est un poste 4, sans trop, sans trop de. Voilà quoi, un poste 4 normal. Sans contrat, ils ont pris Jordan Hamilton, un joueur normal. Kyle Rovik, ils ont re-signé, c'est une très bonne nouvelle pour eux. Patrick Patterson, pareil. Stisma, un pivot qui a été par Minnesota, moi personnellement j'aimais pas mal, je trouvais qu'il était pas mal. Et Vasquez, voilà, qui va accompagner Lovry. Ils ont pris Lou Williams, qui est un bon shooter, hein. Il peut marquer quelques points quand il veut aussi, donc ça, pour le banc c'est pas mal du tout. Ils perdent Nando De Colo, le français, Novak et Salmons, mais bon, c'était des joueurs vieillissants et je pense que déjà au niveau de transition ils ont eu gagné des points par rapport à une équipe qui était déjà pas mal. Leur équipe cette année sera composée pour le meneur bien sûr de Lovry et Demar DeRozan, la base de l'équipe, 28 ans et 25 ans, donc c'est encore jeune. Terrence Ross qui sera poste 3 cette année, il sera encore mieux, il sera même dans la course pour le MIP, le meilleur joueur en progression, qui a progressé le mieux. Amir Johnson et Valenzuela, c'est du classique chez Toronto. Je pense que Patrick Patterson sera le poste, le sixième homme de l'équipe. Lou Williams qui sortira premier de banc, je pense. Un banc dans l'ensemble pas trop mal, hein. Landry Fields peut-être qu'il jouera, peut-être que Caboclo jouera pas. Là j'ai mis 12ème parce que ils ont quand même pris un risque là-dessus, mais bon je pense pas qu'il jouera trop cette saison. Ce que j'aime beaucoup chez eux, c'est qu'ils ont essayé en minime bien sûr, hein, beaucoup moins bien, de remettre à l'époque de 2000-2001 où vous avez Vince Carter et euh, McGrady, Tracy McGrady. Au poste 2 et poste 3, c'était une époque assez incroyable. Vince Carter qui était le dunker fou et tout, et puis McGrady qui était le shooter. Bah là, c'est un peu pareil. On a DeRozan le shooter et Ross le dunker. Bien sûr, c'est pas le même niveau, hein. Si vous voulez, regardez les vidéos de Vince Carter et de Tracy McGrady. Vince Carter qui joue encore, bien sûr, hein, mais bon, maintenant il s'est transformé en shooter un peu.
C'était incroyable ce qu'ils faisaient, et c'était une époque très drôle. Et là, Toronto essaye, je pense, dans leur tête, c'était un peu l'idée qu'ils voulaient, de réimplémenter un petit peu ça. Ils font du bon boulot, hein. Moi, je suis assez impressionné par cette équipe et le fait de travail qu'ils font, personnellement, je trouve ça énorme. Ils sont encore jeunes, ils sont en maturité, 25 ans, c'est une équipe de majorité, c'est l'âge qu'il faut à peu près pour une équipe, personnellement, je trouve. Je pense qu'ils vont être 3 ou, encore 3 ou 4 de la division et qui seront dans la course pour les finales de conférence, hein. Après, il faudrait quand même battre Cleveland et Chicago, mais ils seront dans la course. On va voir les étoiles que je leur ai données pour ce travail de pré-saison. Je leur ai donné 3 étoiles sur 5. J'aime beaucoup cette direction de Toronto. Je trouve que ce qu'ils font, c'est du bon travail. Dalen Suenas, il avait fait une bonne Coupe du Monde, donc c'est bien pour eux. Ils prennent ce Brésilien qui vont former petit à petit. Et ils ont bien fait de prendre Lucas Nogueira pour l'accompagner, qui a déjà fait une saison NBA. Généralement, dans leurs choix, ils sont très très. Ils font des très bons choix, hein. Là-dessus, il n'y a pas à redire. Je pense aussi que ce duo Terence Ross et DeRozan sera très intéressant à voir. Si vous voulez voir les matchs avec des moments spectaculaires, allez voir les matchs de Toronto sur Internet ou vous pouvez si vous avez des chaînes qui montrent l'NBA. Moi, je verrai un petit peu les matchs, je pense aussi. J'aime beaucoup cette équipe. C'est pour ça que je les ai mis sur un 9 sur 30 quand même, c'est pas mal. Je les vois bien remplacer un peu Indiana cette année au niveau des playoffs. Donc tout ça, ça va terminer mon analyse de cette division atlantique de la conférence Est. Une division, je vais me remettre le classement de l'année dernière, une division qui était plutôt faible dans l'ensemble, hein. C'était la plus faible des divisions. Philadelphie qui sera encore le bonnet d'âne cette saison. Boston qui fera une début de saison à essayer, puis à la fin, je pense que tankera un petit peu. Je vous ai expliqué ce que c'était le tanking sur Philadelphie. Brooklyn qui pour moi feront la troisième équipe de la division. Elle se fera passer par-dessus par New York pour moi cette année. New York qui surprendra un peu son monde pour moi. C'est possible, hein, que je me trompe complet et que Brooklyn passe dessus New York. C'est même des fortes chances, mais personnellement j'y crois un peu à cette équipe de New York. Et Toronto qui seront premiers, ils auront encore un meilleur bilan. Je les vois bien faire 50, un peu plus de 50 matchs cette année. Gagner plus de 50 matchs, c'est possible. Cette conférence sera intéressante d'avoir surtout pour Toronto et Brooklyn et New York. Et Boston aussi par moment sera pas mal à voir. Euh, J'ai fini là avec la conférence. Je passerai à la conférence centrale aux prochaines vidéos de preview. Si vous avez des questions à me poser au niveau de cette conférence ou au niveau de ce que j'ai essayé d'expliquer, j'ai essayé tant bien mal d'expliquer, j'espère que j'ai été compréhensible. N'hésitez pas à les poser sur YouTube ou à travers la page Facebook. J'essaierai de répondre au plus complet. Je vous répète que je ferai sûrement une émission NBA 2K avec Boston. Je vous mettrai tous les liens dans les annotations. Si vous voulez, je peux aussi vous mettre mon classement en annotation si vous voulez, également avec ma course au trophée pour les joueurs, le rookie de l'année, MVP et également tout ça. Voilà, c'était la première vidéo de preview. Il y en aura encore 5. On parlera du reste de la conférence Est et la conférence Ouest qui est clairement la plus intéressante, vous verrez. Ça ira du moins intéressant au plus intéressant. Voilà.